aujourd'hui pour justement échanger, discuter, présenter un petit peu la partie géolocalisation des données sur Revit. On a eu plusieurs questions autour de cette partie-là et c'est un élément bloquant en fait que l'on retrouve régulièrement sur les projets. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir vous expliquer à nouveau, vous donner des informations supplémentaires par rapport à un webinaire qui a déjà été présenté l'année dernière par Christophe Boulanger. Donc, du coup, très rapidement, ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà, on va se représenter, savoir exactement qui nous sommes, nous, Man & Machine, et comment on intervient sur les projets en France, nos différentes solutions, notre offre de service, et ensuite on attaquera la géolocalisation des données sous Revit. Pour me présenter très rapidement, Shoaib Qureshi, je suis responsable technique, BIM manager au sein de Man & Machine. J'occupe le poste depuis à peu près 3 ans maintenant. J'interviens aussi en tant que consultant sur différents projets. Mon rôle à moi, c'est tout simplement m'assurer de la réussite de vos projets. Je vous accompagne, je prescris, je déploie avec vous le management BIM dans vos agences et sur les projets. Le groupe Man & Machine. Le groupe Man & Machine est un éditeur, revendeur et un intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Aujourd'hui, il y a plus de 40 années d'expérience dans le groupe et aujourd'hui, on travaille avec plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Man & Machine est le premier partenaire Autodesk en Europe et le deuxième au niveau mondial. Man & Machine France est basé à Paris, dans le 14e. On a plus de 20 collaborateurs et on a plus de 7 millions de chiffres d'affaires. Nos terrains de jeu sont essentiellement le bâtiment, l'industrie et les infrastructures, l'infrastructure. Notre mission, celle qu'on a acceptée, c'est de vous écouter, de vous équiper, de vous informer, de vous former et de vous accompagner. Quelles sont nos solutions? Nos solutions à l'heure actuelle, elles sont quand même assez multiples. On a des partenariats technologiques avec les plus grands éditeurs sur le marché, Autodesk, comme je vous l'ai dit, BIMtrack, Chaos Group, Enscape. D'ailleurs, il y a eu une fusion récemment. Ecodomus, Oracle, Think Project, Trimble, Sophistic et du coup Transsoft Solutions. On intervient sur différents points singuliers. On a la coordination, la collaboration, les calculs, notamment avec Sophistic, la visualisation et la modélisation. On vous accompagne aussi sur tout simplement les équipements type Workstation. On travaille avec Lenovo et on a justement des bons rapports qualité-coût avec eux. Je continue sur notre offre de service. Alors, on a une offre de service comme assez complète. On a la possibilité aujourd'hui de vous former sur les différents logiciels de Autodesk, mais pas que. On a SketchUp, on a Autoturn, Dynamo, Sophistic, BIM Booster, qui est une solution qui est la nôtre, qui a été développée dans nos ateliers. Et d'ailleurs, il va y avoir une présentation lors du BIM World. Donc, je vous inviterai du coup à nous retrouver sur le stand d'Autodesk. Et on intervient sur tous les niveaux, l'initiation, l'avancée, le perfectionnement. On a un parcours BIM Ready qui est quand même assez connu, sur lequel il y a un label formation OpenBIM. Donc on travaille en plusieurs étapes, on a des enjeux, ce qui nous permet de comprendre plus ou moins à quoi correspond le BIM aujourd'hui, sachant que le BIM évolue avec le temps. On a la partie BIM modélisation, la partie coordination BIM et la partie management BIM. Pour chaque parcours suivi, vous retrouvez en fait en fin de parcours un certificat attestant le suivi de ces formations.
On a aussi les certifications Autodesk. On a la possibilité de vous faire passer les certifications Autodesk, certification Pro et certification User. Vous avez du coup 2 certifications qui peuvent attester du coup l'usage, le bon usage de vos produits. Et c'est quand même quelque chose qui est assez rassurant quand de l'autre côté, vous avez des personnes qui vous suivent sur un projet, qui ont besoin en fait vraiment de s'assurer que le projet va se réaliser dans des bonnes conditions. Donc votre maîtrise d'outils à plus de 400 heures, à partir du moment où vous avez plus de 400 heures de pratique, vous pouvez passer une certification Autodesk Pro sur un des produits que l'on a en face de nous. Et pour la partie BIM, on a essentiellement AutoCAD et Revit. On a une autre offre d'accompagnement qui en fait nous permet tout simplement de vous rendre compliant BIM. Sur cette offre d'accompagnement, on intervient chez vous, on essaie de comprendre les défis et les besoins que vous avez en interne. Et on va vous proposer du coup par la suite une roadmap et la faire valider avec vous, planifier un parcours adapté et du coup vous mobiliser excusez-moi, en interne, informer de manière globale le process du coup qui va être mis en place pour pouvoir vous motoriser en BIM, vous former, vous certifier, évaluer et documenter par la suite. J'attaque la partie du coup géolocalisation des données sous Revit. Précédemment, comme je vous disais, vous avez un webinaire qui a été dispensé par Christophe Boulanger. Et sur ce webinaire-là, que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne, je vous encourage vraiment à le suivre, puisque du coup, les informations sur lesquelles en fait on va travailler, enfin, il y a en fait des informations complémentaires par rapport à ce webinaire-là. Je ne reprends pas du tout le contenu de ce webinaire-là, sachant qu'il est très très riche, et qu'on a qu'une demi-heure, mais je vous encourage fortement à tout simplement reconsulter ce webinaire-là. Voilà. Dans ce webinaire-là, en fait, on avait parlé du coup de plusieurs choses, comme la liaison de fichiers, AutoCAD, Revit, l'orientation du nord géographique, nord projet, les altimétries et les niveaux NGF, la gestion des coordonnées partagées et la gestion des sites. Petit rappel, la géolocalisation sur Revit, elle se fait à l'aide du coup de 3 petits points. Vous avez le point du coup topo, qui a une forme triangulaire, que vous retrouvez ici la plupart du temps dans un gabarit vierge à architecture. Vous le retrouvez sur le plan masse, il est à découvert. Sinon, allez directement dans les propriétés de visibilité, allez sur du coup la catégorie site, et une fois que vous êtes sur la catégorie site, vous allez pouvoir réactiver le point topo, le point projet et l'origine. Christophe, vous avez dit justement que depuis peu, la version 2020, on avait accès au point origine, chose qu'on n'avait pas avant. Donc le point origine, c'est tout simplement un gizmo en fait X, Y, Z que vous allez pouvoir retrouver au centre de votre écran. De base, tous ces points-là se retrouvent vraiment centrés sur votre projet. Pour pouvoir lier les fichiers sous Revit, il faut tout simplement se rendre dans l'onglet Insérer. Et depuis l'onglet Insérer, du coup, depuis le groupe de commandes lié, vous avez la possibilité du coup de lier une multitude de fichiers. Ce qui nous intéresse pour pouvoir progresser sur un projet, c'est les liaisons possibles avec les maquettes Revit, les maquettes, les fichiers CAO et des fois des nuages de points. Tout est accessible depuis la gestion des liens quand vous avez le besoin tout simplement de charger, décharger des fichiers. Vous pouvez le faire depuis l'arborescence aussi quand ça concerne des fichiers IFC et des fichiers Revit. Mais la plupart du temps, si vous avez besoin de revenir sur les bonnes commandes, je vous encourage à utiliser la gestion des liens, notamment quand il faut retravailler la partie attachement et la partie superposition. Je reviens 2 secondes sur ce point-là. Au niveau de la géolocalisation,
votre point origine et le point origine du fichier. Donc, c'est très important parce que la géolocalisation se base sur les points topo, le point projet et le point origine. Le point origine devrait être le centre de votre maquette. En fait, il devrait se trouver sous votre maquette. Ce n'est pas un problème s'il se retrouve un petit peu à l'écart, mais il y a une notion de distance à respecter. Je vais revenir dessus. Quand on fait une liaison de fichiers sous Revit, et vous avez vu, quand vous le faites, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous sur la fenêtre. Vous allez du coup lier votre fichier Revit, vous allez le sélectionner, et une fois que vous l'avez sélectionné, on va vous proposer dans une fenêtre déroulante un positionnement à choisir. Donc vous avez soit la possibilité de travailler en mode automatique ou alors en mode manuel. Je vais vous parler plus de la partie automatique parce que la partie manuelle, finalement, vous allez vous retrouver avec la maquette, vous allez pouvoir la positionner comme vous voulez et le point sur lequel en fait vous allez pouvoir faire votre positionnement sera identique à celui qui se retrouve sous votre curseur. Donc en fait, votre curseur va déplacer un des points de la maquette, soit le point origine, soit le point de base, soit tout simplement le centre de la maquette. Donc du coup, au niveau des automatismes, si je dis que je veux lier les maquettes centre à centre, je vais du coup reprendre l'étendue d'un fichier avec l'étendue d'un autre. Je vais sélectionner les deux centres, ça va être calculé automatiquement. Et quand je vais superposer le centre à centre, je vais me retrouver du coup avec une première maquette, comme la maquette web qu'on a là ici en face de nous, la maquette architecturale qu'on a juste à côté. Et quand on superpose les deux, le centre des deux maquettes, on se retrouve du coup avec cette concaténation-là. Chose qui ne m'intéresse pas puisque finalement, la superposition ne se fait pas correctement. Je continue. Si je fais une liaison de fichier origine vers origine, donc du coup, je vais me retrouver avec l'origine du fichier, le 000 du fichier et le 000 de notre fichier qui seront confondus ensemble. Souvent, on a la possibilité de retrouver des fichiers pour lesquels en fait on va avoir un point de base positionné sur l'origine. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on peut avoir de manière visuelle ou tout simplement pas, parce qu'en fait on peut déplacer les fichiers. Le point origine, on ne peut pas le déplacer. Le point projet et le point topo, cela on va pouvoir les déplacer. Par contre, il faudra faire attention à certaines choses. On va revenir. Je continue. Je saute la partie emplacement partagé et je vais tout simplement lier les fichiers point de base vers point de base cette fois-ci. Quand on a du coup cette liaison, on se retrouve aussi avec une petite problématique ou pas, ça va dépendre de comment on a configuré le fichier dès le départ. Mais dans le cas présent, en fait, si tout simplement j'essaie de simuler un des cas qu'on retrouve en mode projet, c'est qu'on se retrouve avec un décalage. Le décalage est quand même assez visible. On a toute la maquette web qui est décalée par rapport à la maquette architecture. Et au final, je vais essayer, du coup, je vous explique pour la dernière partie. Quand on a la possibilité du coup de lier un fichier Revit avec un autre fichier Revit, donc du coup le MEP avec celui de l'archi, avec un emplacement partagé, souvent en fait, on revient vers nous, on nous dit qu'en fait il y a un problème de géolocalisation, ils ne comprennent pas. Sur la documentation, c'est bien spécifique, il faut tout simplement lier les maquettes aux emplacements partagés, mais aussitôt que c'est fait, on se retrouve du coup avec un souci, celui d'avoir des messages comme celui-ci. Le modèle hôte et le lien ne partagent pas le même système de coordonnées. Du coup, le positionnement centre à centre par défaut va être utilisé et automatiquement, on retrouve du coup sur l'option numéro 1 qui est en fait de centrer la maquette MEP avec la maquette archi et du coup derrière avoir le même problème mais décalé en fait. On a déplacé le problème. Donc voilà, c'est là que les problèmes commencent. Quand on commence à avoir ce type de message, c'est très compliqué parce qu'en fait on essaie de trouver une astuce. On parcourt tous les forums, on essaie de regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et puis, au final, on essaie de faire notre concaténation par nous-mêmes. On décale les maquettes et
Un autre problème qu'on rencontre, c'est qu'en fait, même en décalant les maquettes, en essayant de superposer du coup les fils de construction, on se retrouve avec des décalages. Comme vous pouvez le voir devant vous, là, j'ai une multitude de décalages. On n'a pas forcément les mêmes positions au niveau des fils de construction. Et là, en fait, on se retrouve finalement à se rendre compte que une coordination aurait fait du bien dans une ou deux phases amont. Du coup, on a tous bien compris que finalement, la géolocalisation était un des points cruciaux sur les projets en BIM. Pour les néophytes, parce qu'il y a certainement des personnes ici qui n'ont pas d'informations sur cette partie géolocalisation ou qui veulent apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet en BIM, on est systématiquement confronté au niveau des livraisons à des checklists. On doit en fait tout simplement vérifier si oui ou non on est en conforme vis-à-vis du projet. Et dans ces cas-là, en fait, on doit vérifier que oui ou non on a bien les bonnes coordonnées sur le projet. À partir du moment où on n'a pas les bonnes coordonnées sur un croisement de lignes ou autre, on se retrouve du coup avec des décalages et les livraisons sont difficiles à faire puisque derrière on sait très bien qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir une synthèse des données et au niveau de la synthèse ou la pré-synthèse, hein, on va en fait se retrouver avec énormément de conflits, des conflits qui sont logiques du coup puisqu'il y a un décalage de ne serait-ce que quelques millimètres, voire des centimètres, on se retrouve du coup à avoir des conflits avec toutes les géométries les lots techniques avec les lots architecturaux, par exemple. Et c'est là, en fait, qu'on vient altérer tout le processus de collaboration, de coordination. Alors, pour avancer un petit peu sur cette partie-là, il faut d'abord comprendre comment le géoréférencement se fait de manière globale. J'en profite pour vous parler d'un guide qui est en fait qui est tout simplement disponible sur le site de BIMExpert et qui permet en fait tout simplement de comprendre davantage les deux slides que je vais vous expliquer tout de suite après, mais qui parlent énormément du géoréférencement de projet BIM avec les notions, les cas d'usage et les différents outils que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire ces géolocalisations. Donc c'est assez succinct, c'est assez bref, mais c'est quand même un des supports que j'utilise régulièrement quand j'ai besoin de donner davantage d'informations en formation. Je n'hésite pas à renvoyer ou tout simplement à donner ce guide-là. Vous savez tous comme moi que, ou alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la Terre n'est pas vraiment sphérique. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des géoïdes, une ellipsoïde, et du coup, chaque coordonnée que l'on a sur le globe, en fait, a une coordonnée qui peut être calculée, en fait, sur une ellipsoïde globale et non sur une sphère. Donc, du coup, toutes ces coordonnées en fait sont tout simplement appelées coordonnées en projection. Elles sont calculées en fonction de la longitude et de la latitude que vous allez avoir sur l'ellipsoïde globale. Et en France, ce qui nous concerne le plus, c'est qu'on a un système de projection cartographique qui est du coup le Lambert 93 et qui est associé au réseau géodésique français que l'on appelle le RGF 93. Sur ce système de projection, on a en fait identifié 9 zones pour réduire les altérations que l'on a et qu'on appelle les altérations linéaires. Donc, sur la carte, comme vous pouvez le voir juste à côté, vous avez un découpage qui est fait. Et donc, du coup, pour toute la zone 9, vous allez du coup utiliser le même système de projection. Et du coup, la même référence conique conforme pour la zone en question. Et là, par exemple, c'est la zone 9. Vous avez du coup le système conique conforme pour la partie, on en a 50 en fait. En France, en fait, on en a 9, c'est ce que je vous explique. Et du coup, quand on fait un géoréférencement et qu'on utilise un plan,
L'idée, en fait, quelque part, c'est de pouvoir introduire dans les workflows projets, dès le départ, les bonnes informations qui vont permettre derrière de ne pas altérer justement cette partie collaboration et coordination qu'on va avoir sur tout le long du projet. Dès le départ, quand on va en fait tout simplement travailler sur un projet, on va en fait tout simplement faire intervenir des géomètres qui vont faire leur relevé. En fonction du coup du positionnement en France, on va du coup utiliser un système plutôt qu'un autre. Donc pour donner un exemple, si on prend sur Paris on est dans la zone 8, on sera en CC48. Si on est dans le nord, ça sera le CC50. Voilà. Et du coup, la définition du point de géoréférencement se fait bien en amont sur un projet. On essaie de faire en sorte que l'architecte travaille dès le départ sur un relevé qui a été fait par les géomètres. Il peut travailler directement en projet, sur un projet local et se dire tout simplement qu'il fera la géolocalisation a posteriori. Mais l'idée, c'est de partir dès le départ sur un plan qui a été configuré correctement et donc du coup là, avec un DWG qui est bien enrichi en termes d'informations de géolocalisation et que derrière en fait finalement on puisse réutiliser ces informations là pour pouvoir créer une maquette géomètre, une maquette terrain et repartir sur cette maquette là en termes de socle pour pouvoir faire en sorte que toutes les maquettes soient concaténées au même endroit. Donc voilà. Je reviens 2 secondes sur Revit. Je vous avais dit qu'on a 3 points. On a les points origine, qui est le point 000 du fichier. Pour certains, et il y en a certains qui sont là pour une des questions qui se posent régulièrement, c'est que quand on lit un fichier, on se retrouve du coup à avoir un problème avec ces 33 km, c'est 2 fois 16,666 km qui en fait apparaît à l'écran. Un point d'origine est en fait tout simplement positionné au centre du fichier, au centre du projet. Et en fait, à partir de ce point-là, il va y avoir en fait une sphère qui va tout simplement être créée. Vous n'allez pas la voir, il y a une sphère invisible. Et dans cette sphère-là, en fait, on considère dans cette zone-là que la Terre est plate. Au-delà de ça, en fait, finalement, quand il va y avoir un fichier qui va être positionné et qui va être positionné au-delà de ces 16 km-là, en fait, le logiciel va vous informer tout simplement qu'il ne garantit pas que l'information qu'il va avoir et que vous allez avoir est la bonne au niveau de l'écran. Donc, voilà à quoi correspond ce message-là. Si vous êtes au-delà de cette zone de 16 km distant du point origine, vous vous retrouvez avec ce message. Ensuite, vous avez le point de base du projet. Et là-dessus, en fait, Christophe vous en avez quand même parlé, vous a quand même expliqué un petit peu à quoi ça correspondait avec la définition d'Autodesk. C'est avec ce point-là qu'on va utiliser pour pouvoir positionner le X, le Y et le Z. Le X suivant l'axe est-ouest, le Y suivant l'axe nord-sud et le Z, donc du coup qui est l'élévation que vous allez avoir du coup soit en local, soit en fait dans notre cas, hein, il avait parlé du MGF. Vous allez aussi avoir l'orientation par rapport au nord géographique, puisque ce point-là, sur ce point-là, vous allez avoir la possibilité du coup d'expliquer comment votre projet est orienté par rapport au vrai nord. Ce point-là peut être déplacé. Après la version 2020, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus besoin d'enlever ce petit trombone qu'il fallait clipser, déclipser. Vous pouvez tout simplement déplacer votre point projet. Automatiquement, quand vous déplacez ce point projet, les coordonnées sont mises à jour. Ensuite, vous avez aussi ce point topographique où en fait, vous allez avoir un 000 du projet. Ce 000 là sera tout simplement conforme au système que vous aurez choisi. Et là-dessus, vous n'avez pas de limite de distance pour ces
ces fameux 16 km dont on a parlé. Il va en fait tout simplement projeter le point 000 topographique dans le projet et vous allez le retrouver pour certains, vous avez déjà dû le voir, il se retrouve assez distant du projet. Des fois, il faut même le cacher pour pouvoir se concentrer sur le projet. Si vous le déplacez de vous-même, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il va y avoir un impact automatiquement sur le géférencement du projet global. Donc, quand vous le déplacez, faites très attention à la façon dont vous le déplacez. Vous avez la possibilité, celui-là encore, de le déclipser avec le petit trombone qui se trouve sur votre gauche. Et du coup, vous allez pouvoir repositionner votre 000 ou alors tout simplement votre point origine sur un clou de géomètre autour du projet pour pouvoir en fait tout simplement vous assurer qu'il y ait un géoréférencement et une géolocalisation qui se fait pour les différentes maquettes. On va partir sur un premier exemple d'usage où là, en fait, je vous ai tout simplement mis les grandes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir lier un projet depuis une donnée d'entrée de type DWG. Et derrière, en fait, je vous ai proposé aussi un test de liaison d'un autre fichier DWG pour vérifier si oui ou non votre projet est bien géolocalisé. Alors, sur ce projet-là, en fait, on a tout simplement une petite zone qui se retrouve à Bourgoin-Jallieu. Et le DWG qu'on a récupéré, en fait, provient d'un site qui est géoréférencé en CC45. Du coup, j'intègre les informations dans Revit depuis l'onglet Insérer. Et du coup, une fois que j'intègre les informations depuis l'option, j'utiliserai en fait tout simplement une option qui s'appelle l'automatique origine vers origine. Je ne vais pas prendre le centre avec le centre. Je ne sais pas du tout si le DWG est bien nettoyé ou pas, quoique je pourrais le vérifier. Je ne vais pas prendre du coup l'emplacement partagé parce qu'il n'y a pas eu de connexion avant. Et si je le fais, j'aurai systématiquement un message qui dit que les fichiers ne se connaissent pas. Ils ne travaillent pas sur ce même référentiel. Une fois que je fais ma liaison, il me dit, si je change et je dis par exemple que je voudrais qu'on lie les fichiers en coordonnées partagées, j'aurai systématiquement un message ou un deuxième message qui me dira bah, attention, le modèle hôte et le modèle qui est lié ne partagent pas du tout le même système de coordonnées. Vous avez du coup plusieurs options. Si malgré tout, dans les deux fichiers, il n'y a pas de système que l'on peut rapprocher, automatiquement, la deuxième option va être sélectionnée automatiquement. Donc du coup, il va y avoir un positionnement de centre à centre. Ça, c'est un message que vous allez avoir régulièrement si vous ne connaissez pas les fichiers dès le départ. Donc, soit vous le liez du coup d'origine à origine, soit vous le liez directement de centre à centre, si oui ou non, vous ne savez pas si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de coordonnées partagées entre le fichier DWG et le fichier Revit. Une fois que vous avez inséré votre fichier de géoréférence de DWG, vous allez aller dans l'onglet Gérer. Certains et puis du coup, je vous encourage à pinaiser votre fichier DW si vous ne voulez pas qu'il se déplace avec une mauvaise manipulation. Mais bon, une fois que vous avez mis votre fichier DWG en fond, allez dans l'onglet Gérer et cliquez sur Importer les coordonnées. Quand vous aurez du coup importé les coordonnées, vous allez systématiquement avoir un message qui va apparaître. Si le DWG est de bonne qualité, vous aurez un message qui va en fait se présenter comme celui-ci, qui va vous dire tout simplement que dorénavant, le système de coordonnées SIG qui va être pris, c'est bien le RGF 93 en Lambert Zone 4, et voilà. Quand vous allez du coup vérifier les données, parce qu'en fait, quand vous avez quand tout se passe à l'écran, quand vous faites votre liaison, vous importez les coordonnées,
Souvent, en fait, si on ne vérifie pas, on ne voit pas, visuellement, on ne voit pas le changement. Donc, il faut aller vérifier, tout simplement, si oui ou non, vous avez bien les éléments qui se présentent à l'écran et que l'enrichissement a bien été fait. De base, on est bien d'accord, hein, on a pris un fichier vierge. Au niveau du point de base, on est systématiquement à 0,0,0. Et quand on fait cet import, et du coup cette liaison et cet import de coordonnées, automatiquement, on va récupérer les coordonnées du fichier. Pour ceux qui ne verraient pas du coup ces trois points-là, vous avez toujours la possibilité de faire 2 fois la touche V ou aller dans la commande remplacement visibilité graphisme pour le plan d'étage en question. Là, celui-là, c'est le plan en masse, c'est dans la fenêtre des propriétés. Vous cliquez dessus et vous allez sur la catégorie site avant de pouvoir du coup sélectionner le point d'origine, le point de base du projet et le point de topographie. Une fois que ça c'est fait, ce que j'ai fait à l'écran, c'est tout simplement, c'est que je vous ai tracé en fait un cercle sur la vue en plan, qui fait en fait tout simplement un rayon de 16 km. Pourquoi je vous ai fait ce cercle-là? C'est tout simplement pour vous rappeler que quand vous allez lier un autre fichier qui est distant de plus de 16 km par rapport à l'origine que l'on a là, on va se retrouver avec un message qui va nous dire en fait tout simplement il y a un problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas en capacité de vous garantir que les données géométriques ou autres seront en fait, les informations ne sont pas forcément intègres. Il y a possibilité d'avoir de la perte d'informations. Même ne serait enfin, vous pouvez aussi avoir de l'information tronquée. Donc du coup, ce qui me revient en fait tout simplement à faire un deuxième test, comme je vous l'ai promis, c'est que je vais venir lier un autre plan DWG, qui est aussi j'ai référencé en CC45, où là en fait on va avoir la carte entière de la France. Donc j'ai fait mon petit cercle de 16 km de rayon, donc du coup un diamètre de 33 km à peu près, si on convertit les mailles en km. Et une fois qu'on lit la carte globale de la France, j'ai ce message-là, ce qui est logique, puisqu'en fait je suis sorti de cette zone-là. L'étendue de la géométrie du fichier France, département 1, dépasse les 20 km, les 20 miles, excusez-moi, donc les 33 km. Cela peut réduire la fiabilité et entraîner un comportement graphique indésirable. Donc, cliquez sur OK et du coup, continuez l'importation. On a ce même avertissement qui se trouve du coup en bas. Une fois qu'on fait, on fait un zoom global, un zoom étendu, on se retrouve du coup à avoir la carte de la France, le plan géomètre que j'avais en dessous avec ce fameux cercle. Et du coup, quand je vais dans mes propriétés, emplacement et site depuis l'onglet Gérer, je vais vérifier mon fichier et j'ai bien une latitude et une longitude programmées sur ce fichier-là. Je rajoute une chose, c'est que du coup, quand on a un découpage en plusieurs zones coniques conformes, quand on travaille avec des sites, comme vous en avez parlé, Christophe, l'idéal, en fait, c'est que vous travaillez sur des sites qui sont environnants à ce projet-là et pour lesquels, en fait, on va rester dans ces 16 km. Si maintenant, vous importez un fichier qui se trouve, enfin, dont la géolocalisation se trouve, ou un site se trouve en dehors de la zone qui correspond à la zone CC45, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir un décalage qui va se balader. Soit parce qu'en fait, on ne se retrouve pas dans le même système de coordonnées prévu au départ, soit en fait, tout simplement, c'est que le logiciel a peut-être été induit en erreur au niveau de la représentation des données sur le projet. Donc ça, c'était le cas numéro 1. Je vais passer du coup au cas d'ensuite, celui de la liaison des fichiers à partir d'un emplacement partagé. Là, je vous avais parlé tout à l'heure du fait que
quelque part, on a, quand on veut lier un fichier archi avec un fichier MEP et qu'on les superpose, on a régulièrement, enfin, on peut avoir un problème. Alors, ce problème-là, en fait, le problème du fait que les fichiers ne se connaissent pas, ils n'utilisent pas le même système de coordonnées, systématiquement, on retrouve du coup ce gros décalage. Donc, dans ce deuxième exemple, on va faire une liaison de fichiers sous Revit et on va faire du coup une géolocalisation aussi sous Revit. Une fois qu'on a notre plan DWG et qu'on a une première maquette, vous avez constitué votre première maquette, l'idée en fait, c'est de faire un test d'insertion, dans un sens ou dans l'autre. Regardez un petit peu comment les fichiers se comportent les uns avec les autres. Si vous avez ce message-là qui apparaît régulièrement, en fait, vous avez compris en fait qu'il va falloir faire un travail de positionnement. Il y a des opérations chronophages sur lesquelles il ne faut surtout pas se lancer, comme par exemple le déplacement du projet. Si vous prenez tous les éléments du fichier et que vous les déplacez, vous allez en fait tout simplement vous retrouver avec un projet qui sera totalement, en fait, il faudra totalement reconfigurer. Rappelez-vous que votre projet, s'il est centré autour de ces 4 points-là qui représentent des élévations, en fait, vous pouvez être sûr que si vous avez même des coupes et autres vues à l'intérieur, elles vont se retrouver ici. Et quand vous allez déplacer vos fichiers, enfin tous vos objets, vous n'aurez plus d'informations quand vous allez tout simplement ouvrir une vue, puisqu'en fait, toutes les vues se retrouvent ici. Donc, il faut faire attention quand vous voulez déplacer le projet. En tout cas, moi, je vous déconseille de déplacer les objets. Vous avez toujours possibilité de relocaliser votre maquette sans forcément déplacer les fichiers. Donc, si vous faites ça, vous avez une mise à jour de l'ensemble du projet qui vous attend. Et si vous entraînez un autre lot avec vous, dites-vous qu'en fait, vous mettez un petit peu, vous allez créer un gros embouteillage sur les process du projet. Si je fais une liaison d'un fichier, je vais vous faire une petite démo. Si je fais une liaison d'un fichier comme celui que vous avez en face de vous, c'est une maquette archi que je vais tout simplement repositionner sur ce site-là, il faut tout simplement s'assurer avant tout que dans la documentation BIM du projet, et s'il n'y en a pas, il arrive qu'il n'y ait pas de documentation BIM du projet, parce qu'on essaie de faire du BIM sans forcément avoir un cadrage, et là, dans ces cas-là, même si c'est dangereux, il faut être très très vigilant. Il faut quand même s'assurer qu'on s'est tous mis d'accord sur le point caractéristique sur lequel on va avoir à positionner la maquette. Et si on se positionne sur ce point caractéristique-là, il va falloir se mettre aussi d'accord sur la façon dont on va le faire, donc quel point on va prendre sur chacune des maquettes et la confondre du coup en liaison avec ce fichier-là. Moi, ce que je conseillerais, du coup, c'est d'avoir, de pas trop toucher au plan géomètre, de l'insérer dans un fichier Revit, de géolocaliser le fichier Revit, et ensuite de prendre un lot, hein, de l'archi par exemple, et de positionner le projet archi sur le terrain. Et une fois que le projet archi a été positionné sur le terrain, prendre en fait 2 fils ou alors deux plans de référence, de lignes, en fait, qui vont tout simplement marquer le coup et dire que ce point-là, c'est le point d'insertion et voici le nord, voici les éléments. Donc là, on va partir sur un exemple simple. On prend notre fichier de base DWG et on va lier tout simplement le fichier Revit. On a notre DWG en face de nous, on va sur le plan masse. Le plan masse, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai du coup toute la France qui est là. Sur le niveau 0, j'ai demandé à voir justement ce plan DWG et je vais aller vérifier si j'ai bien mon point remarquable. En effet, j'ai mon point remarquable et il y a un point d'insertion en X, en Y, en nord-sud, en est-ouest et en nord-sud. Donc du coup, je vais lier mon fichier Revit, je vais aller le sélectionner et une fois que je l'ai sélectionné, je vais du coup utiliser une option. Alors,
centre à centre, origine, emplacement partagé. Si je suis en emplacement partagé, vous savez très bien ce qui va se passer, on va avoir un message. Donc du coup, je vais partir avec origine, et je vais me retrouver du coup hop, à avoir mes deux, ma maquette et mon plan, qui sont en fait confondus sur le point d'origine. Je vais du coup tout simplement me concerter avec les autres, je vais vérifier, je vais regarder, et je vais tout simplement me dire que je vais prendre deux fils de quadrillage, et c'est sur cette fil de quadrillage, sur ces deux fils de croisement de ces deux fils de quadrillage, que je vais en fait tout simplement faire mon positionnement, mon orientation, et voilà. Je vais quand même faire une coupe pour vérifier si oui ou non en altimétrie je suis bien à 0. Pour simplifier les choses, je demande à ce que pour cette démo de 30 minutes, on va prendre une altimétrie à 0, et puis je vérifie si oui ou non la maquette est bien à 0, et nickel, impeccable. C'est bon, impeccable. Une fois que ça c'est fait, je reprends ma maquette et je vais du coup la déplacer. Donc je ne vais pas avoir de problème avec les 16 km parce que je reste en fait dans ce cercle-là, celui que je vous ai défini juste avant. Et ensuite, je vais tout simplement aller prendre ma liaison entre la fiche 10 et la fiche, la ligne, excusez-moi, la ligne 10 et la ligne H. Et ensuite, je vais euh, tout simplement déplacer cette maquette. Je vais aller chercher le milieu. Hop. Une fois que je mets, je repositionne cette maquette-là. Les coordonnées à l'intérieur de la maquette n'ont pas bougé. Je vais faire une rotation. Je déplace mon centre de rotation. Et une fois que j'ai déplacé mon centre de rotation, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement à faire pivoter la maquette globale. Une fois que c'est fait, c'est intéressant, je vais me revenir un peu plus tard là-dessus, c'est que en fait, votre nord projet a été orienté à 180 degrés dans la maquette, dans cette maquette-là. En fait, elle le sera à partir du moment où j'aurai exporté les coordonnées dans cette maquette-là. Et pour ce faire, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais aller du coup dans l'onglet gérer, et depuis l'onglet gérer, en fait, je vais tout simplement exporter les coordonnées. Exporter les coordonnées dans la maquette. Et là, en fait, je vais me retrouver avec le site sur lequel, en fait, je vais travailler. Là, c'est le site internal. Je fais OK. Si j'en avais d'autres, en fait, j'aurais, et que ce bâtiment se reproduirait à plusieurs endroits dans la zone, j'aurais pu rajouter, en fait, tout simplement les différents sites. Et là, en fait, je vérifie quand même sur le fichier si oui ou non, on a bien le système de géoréférencement qui est inscrit. Et c'est bien le cas. Donc, génial. Une fois que ça c'est fait, j'enregistre la position. Il va me dire, bon, ben voilà, vous avez déplacé le positionnement, vous avez fait un export. Je fais quand même un enregistrement parce que sinon il va y avoir un problème dans le système de coordonnées partagées. Et du coup, je vais tout simplement ouvrir ce fichier que j'ai enrichi en termes de géolocalisation, de données de géolocalisation. Et quand je suis sur ce fichier-là, je vais aller regarder un petit peu ce qu'il en est, et je vais aller tout simplement mettre une cote de coordonnées pour vérifier si oui ou non j'ai bien mis une géolocalisation qui s'est mis en place ou pas. Et en effet, c'est bien ce que j'ai. Comme vous pouvez le voir là, j'ai bien un géoréférencement qui a été fait sur cette maquette. Je vérifie, d'accord. J'avais un arrondi parce que j'ai vu dans le fichier, il n'a peut-être pas accroché les bons points. Enfin, on est prêt, on est juste à côté en fait. Après, il faut le faire, il faudra faire plus précisément. Et je vérifie bien que dans ce fichier-là, on est bien le système de géoréférencement. On l'a vérifié depuis le fichier, on le revérifie une deuxième fois, du coup, dans le fichier en question.
Une fois que ça c'est fait, je vérifie à nouveau quand même sur le plan site du fichier que j'ai cette information qui est bien inscrite quand je fais une code d'élévation, mais je vais vérifier aussi mon point de topographie. Sur mon point de topographie, du coup, je vais avoir ces informations en latitude et longitude qui seront enrichies, et j'aurai aussi, du coup, ce dont je vous parlais, comment on appelle ça, une orientation du fichier. Vous avez ce point-là, comme on peut le voir, le gizmo va à contresens par rapport à celui qu'on a ici. Et donc, du coup, ça représente bien les 180 degrés, le pivot de 180 degrés qu'on a fait sur le fichier. Il y a d'autres vérifications que vous pouvez faire quand quand vous allez avoir du coup la possibilité de lier d'autres fichiers avec celui que vous venez de géoréférencer. Si ces fichiers-là ont été géoréférencés par rapport à la maquette archi, quand vous allez en fait tout simplement lier un autre fichier Revit, comme par exemple la végétation qu'on va retrouver autour du projet, on va lier le fichier à l'emplacement partagé et du coup la végétation va se retrouver correctement au bon endroit à côté du projet qui a été tout simplement positionné. À partir du moment où vous exportez les coordonnées et que vous enregistrez les coordonnées partagées, tous les fichiers sur lesquels vous allez en fait tout simplement avoir le même système de géoréférencement et avec des coordonnées partagées identiques, donc du coup des fichiers qui se comprennent, automatiquement quand vous allez les lier les uns avec les autres, le positionnement se fera correctement. Donc ça, en fait, Christophe, vous avez bien expliqué le webinaire avant comment ça fonctionne.